matin une place importante aux témoignages de familles qui parleront de leur expérience et ensuite les résultats de la recherche elle-même. Et l'après-midi, elle est consacrée davantage à des perspectives et à des réflexions de mise en perspective de nos travaux avec des situations comparables. Et puis Emmanuel Hirsch qui nous fait l'honneur d'apporter son regard éthique sur ces travaux. Alors pour ouvrir cette journée, j'ai d'abord donné la parole aux deux présidents d'associations qui sont les deux porteurs de projets de ces 10 ans de recherche. Donc d'abord Émeric Guillermou, l'UNA-FTC, Emmanuel Chevrillon, France Traumatisme Crânien, la Fédération nationale des familles qui fédère l'ensemble des associations de traumatisés crâniens et cérébrolésés, et Emmanuel Chevrillon, association représentative des professionnels qui rassemble des soignants, mais aussi des juristes et des gens intéressés à la problématique de la cérébrolésion. Donc, deux associations représentatives au niveau national, initiatrices de projets de recherche, deux universités qui ont mené d'abord une étude sur les unités EVC-EPR, puis sur le domicile, et puis quelques mots d'accueil que Madame Lariosec nous a préparés. Et donc les présidents, qui parlent en premier ? Voilà. Donc, je suis très content de vous voir tous et de vous accueillir. Là, pour ma part, au nom de France Traumatisme Crânien, donc Philippe a déjà dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. Donc, c'est une association des gens et des professionnels qui travaillent et qui sont très intéressés par cette problématique et qui, bien sûr, effectivement, depuis sa création en 90, travaille beaucoup avec les familles. On a été très liés, on l'est aujourd'hui. Et effectivement, pour moi, aujourd'hui, cette journée, c'est quand même essentiellement une journée des familles. Il y a eu un premier temps avec plus de professionnels et maintenant des familles. Donc le temps, nous ce qui nous préoccupe, c'est effectivement de diffuser, de former, de participer à des travaux de recherche comme aujourd'hui, de faire que la pratique soit la meilleure possible sur tout le territoire, et de transmettre ce que l'on sait et d'essayer de le faire parce qu'on s'occupe de personnes qui sont effectivement souvent en grande difficulté, d'essayer de le faire avec le plus possible d'humanité, et ça c'est vraiment quelque chose qui est pour nous fondamental. Donc aujourd'hui, je vais passer là tout de suite la parole à Émeric qui représente les familles, et puis après vous allez pouvoir vous lancer. Merci beaucoup d'être là. Merci Emmanuel de ces mots. Je dirais qu'effectivement, ce travail, cette étude, en fait, n'a été possible que parce qu'il y avait en arrière-plan une collaboration extraordinaire, et je dirais parfois même plus, une amitié solide entre famille et professionnels, et une compréhension bienveillante réciproque qui a permis effectivement d'arriver à un tel niveau d'étude. Moi, je voudrais rappeler quelque chose qui me semble important. Ce colloque n'est possible que parce que les personnes en état post-relationnel ne sont pas forcément en situation de fin de vie. Dans le contexte de l'actualité que nous vivons, il est important de le rappeler, puisque d'un côté, souvent, leur situation est assimilée à celle de personnes en situation de fin de vie, et on est en train là de parler de projet de vie. Et le projet de vie, c'est évidemment le contraire d'une situation de fin de vie. Leur situation donc nous interpelle sur ce que peut signifier soigner et accompagner. Et leur vie démontre que si le soin ne peut pas toujours guérir, il peut soulager, et que, bien entendu, nous le savons tous, un être humain est d'une telle complexité que le soin souvent ne peut que soulager et ne peut pas forcément guérir. Et je dirais, et ceci me paraît extrêmement important, que soulager la souffrance n'est pas forcément supprimer le souffrant. À une époque, on nous dit finalement que soulager la souffrance, peut-être que la meilleure solution, c'est de supprimer le souffrant. Au moment même où notre société s'interroge sur le maintien de la vie, il nous faut rappeler que la loi
qui prétend répondre à une demande sociale, et vous avez vu ce qu'il en a été de la conférence citoyenne. La loi qui prétend répondre à une demande sociale crée souvent une offre et précède finalement cette demande. C'est-à-dire qu'une demande qui finalement est légitimée par la loi devient finalement une offre banalisée. Et cette loi va produire des effets dans les représentations mentales. Autrement dit, banaliser finalement certaines choses qui, sur le plan éthique, nous paraîtraient extrêmement discutables. Et cette loi va également avoir un effet, c'est de normaliser une pensée du réel. C'est évidemment extrêmement grave par rapport au rôle que nous ne voudrions pas nous attribuer de vigie éthique, parce que nous n'avons pas cette prétention. Il y a des professeurs d'éthique pour cela, il y a Emmanuel Hirsch en particulier. Mais quand même, pensons simplement que l'éthique est une boussole qui doit gouverner nos sociétés. Et que nous sommes souvent pris au piège de philosophie, je ne dirais pas de philosophie plutôt, d'attitude extrêmement pragmatique. J'entendais dernièrement un débat entre plusieurs philosophes auditionnés devant une commission de l'Assemblée nationale, dont certains effectivement disaient que soulager la souffrance n'est pas forcément faire mourir le souffrant, et d'autres rappelaient que chez les philosophes grecs, il y avait une différence entre vivre et exister, et que finalement, chez les philosophes grecs, la vie n'avait rien de sacré. D'ailleurs, si on commence à dire, il faut faire très attention aux sémantiques, que la vie est sacrée, on rentre dans une problématique religieuse, et à ce moment-là, on est attaqué de toutes parts, on peut avoir une notion du sacré qui est très différente de la notion religieuse. La vie serait sacrée en ce sens qu'il faut la préférer à la fin, parce que la vie est tellement merveilleuse qu'effectivement, il faut plutôt la choisir plutôt que la mort, quand on peut la choisir. Et c'est en ce sens qu'on pourrait dire qu'elle est sacrée. Mais enfin, ce philosophe rappelait, et je ne voudrais pas le citer pour lui faire de la publicité, bien qu'il soit sur tous les plateaux de télé, que finalement, chez les philosophes grecs, l'existence était une façon finalement de poser des actes successifs, et que tant qu'on était existant au sens où l'on peut poser des actes successifs, finalement, d'une certaine manière, on était un vivant, mais dès lors qu'on ne pouvait plus poser des actes successifs, on n'était plus un vivant. Et donc finalement, la vie à ce moment-là, est-ce qu'elle méritait d'être vécue? Autrement dit, ne seraient capables d'être désignés comme vivants que ceux qui sont en capacité, en force, en énergie pour poser des actes successifs. Vous voyez quelle définition très réductrice de la vie. Et qui juge d'ailleurs de ma façon de poser des actes successifs. Quand je pense, est-ce que je pose un acte par exemple, ou est-ce qu'il faut que l'acte soit matérialisé avec une certaine intensité? Bref, ça nous renvoie à des discussions éthiques très fortes sur ce qu'est notre conception de la vie et l'éthique qui doit guider nos pensées. Et aujourd'hui, cette étude, elle conclut en fait finalement une réflexion sur des tragédies, des cas singuliers extrêmes qui sont évoqués. Il y aura le témoignage des familles tout à l'heure, et qui justifie une démarche éthique qui ne force pas les proches à sortir d'une ambivalence. Et moi, je trouve ça extrêmement important. Sortir d'une ambivalence. L'ambivalence entre l'attachement et le souhait de protéger d'une part, protéger en maintenant la vie, et d'autre part la tentation de libérer. Finalement, est-ce qu'on doit donner des injonctions à ces familles en disant « mais vous êtes au carrefour, choisissez, c'est la droite ou la gauche, et comment vous n'êtes pas capable de choisir, c'est que vous avez fait preuve de faiblesse. Faites votre choix aujourd'hui entre la liberté de partir et l'attachement et la volonté de faire vivre, par amour. » Et cette sorte d'injonction, pour moi, est une injonction terrible, qui force à sortir de l'ambivalence, qui est d'une cruauté extrême, et qui ne tient pas compte de la sensibilité des personnes, ni de la situation abominable dans laquelle elles se trouvent dans ces moments-là. En clair, il nous faut être prémunis des injonctions rationalistes, et je dis bien rationalistes, parce que méfions-nous des rationalistes qui nous donnent une parole très raisonnable, parce que l'amour n'est pas forcément raisonnable. Et binaires, elles sont à la fois rationalistes et binaires, et qui ne prétendent être finalement que les justes clés de décisions qui doivent rester éminemment subjectives. Et oui. Peut-être que finalement ce sont des décisions qui ne sont pas objectivables, et c'est pour ça que quand certains disent il faut que le législateur sache retenir sa plume et sache à travers des normes générales et impersonnelles, et prétendent à travers des normes générales et impersonnelles régler des situations singulières, mais parfois il faut que le législateur sache retenir sa plume et s'abstienne de régler des situations très singulières, car la généralisation et l'impersonnalisation est peut-être ce qu'il ne faut pas faire dans certaines situations. L'étude qui vous est présentée est donc le résultat d'une approche éthique et d'une réalité vécue par des personnes, des familles et des professionnels, et celles-ci ont la prétention d'affirmer que le doute sur la présence de la conscience ne suffit pas à priver du droit à la vie, et qu'un projet de vie est possible pour leurs proches. Elles ont acquis, en tant que famille, au fil du temps, une expertise d'usage peu transmissible. Cette étude est remarquable et a une immense vertu.
grâce à une méthodologie rigoureuse, explicite, elle arrive à rendre transmissible une expertise d'usage en la transformant en connaissance. Et ce, par l'apport croisé des professionnels et des familles. Que ces professionnels en soient remerciés pour cette œuvre immense qu'ils font, qui est une œuvre à la fois rigoureuse sur le plan intellectuel, mais rigoureuse parce qu'elle s'est faite dans le cadre d'une bienveillance infinie, parce que c'est cette bienveillance qui permet une vraie compréhension et qui permet justement la rigueur de la raison. Il ne s'agit pas seulement d'outils pratiques, mais aussi de processus psychologiques permettant de résister à l'usure, à l'épuisement et de contribuer à une connaissance scientifique des besoins. Soyez toutes et toutes remerciés de ce travail remarquable qui a permis aux professionnels et aux familles d'œuvrer à l'incarnation de véritables valeurs humanistes. Merci Émeric, tu restes avec nous puisque tu seras le modérateur et le fil rouge de cette matinée. L'autorité accueillante qui parle en dernier, Madame Dariussec, qui nous a préparé un petit mot. Mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs les présidents d'universités, mesdames et messieurs, je vous remercie tout d'abord pour votre invitation au colloque qui s'ouvre aujourd'hui. Je regrette vraiment de ne pouvoir me joindre à vous, mais je tenais à vous adresser un mot au sujet de votre démarche et de l'étude que vous allez présenter. Cette étude porte sur les personnes en état de conscience altéré. Ces personnes sont en relation avec leurs proches, elles communiquent, mais cette communication est non verbale, elle se fait par la présence. Une personne qui a subi un traumatisme grave est bien sûr dans la plus grande dépendance. Il s'agit de la première cause de handicap acquis chez l'adulte en âge de travailler. C'est donc un sujet que la société ne peut ignorer. Depuis 2002, des unités spécifiques peuvent accueillir ces personnes. 20 ans après, quelle est leur vie? Quelle est la vie de leurs proches et des aidants? Quelles relations parviennent-ils à entretenir? Quel projet de vie construire? Pour répondre à ces questions, vous avez croisé les regards, ceux des familles, des scientifiques, des professionnels et des associations. Vous avez croisé les expériences pour mener une recherche participative. Et ce travail permet de produire les données dont on a besoin pour voir quelles solutions fonctionnent et comment les mettre en œuvre et les généraliser. Le soutien de la recherche participative fait partie des mesures prises lors de la Conférence nationale du handicap et la création d'un centre national ressources pour les cérébrolésés a également été décidée pour améliorer la connaissance de ces handicaps et leur prise en charge. Ce que montre l'étude, c'est que le projet de vie à domicile est réalisable, avec les aménagements adéquats. Elle répond aux besoins des familles de pouvoir s'occuper de leurs proches à domicile. Et en définitive, c'est la liberté de choix, je le souhaite, pour toutes les familles. Les solutions que vous formulez pourraient être valables pour d'autres handicaps. Je pense aux personnes polyhandicapées. Je veux que chaque personne, même dans la plus grande dépendance, puisse vivre auprès de ses proches. Nous avons précisément annoncé lors de la CNH des mesures qui soutiendront ce projet. Elles favoriseront l'intervention des professionnels formés et disponibles sur les territoires et des aides techniques individuelles. Dans ces conditions, la question de savoir si la vie est possible ou pas ne se pose plus. Elle est remplacée par celle de savoir comment cette vie peut être menée. C'est une avancée fondamentale qui fait passer d'une logique de soins et de limitation à une logique de droit et de possibilité. Les perspectives de ce colloque sont donc très prometteuses. Je vous souhaite des échanges riches. Bonne journée à tous.